Chapitre 1. La soirée sans incident. Le village de Willowbrook, niché entre de douces collines et bordé de ruelles bordées de digitales en fleurs, était un endroit où peu de choses changeaient. Monsieur Bartlett, l'épicier, refusait toujours de proposer autre chose que des pêches en conserve, et la femme du pasteur continuait d'animer ses cercles de couture du jeudi avec une précision militaire. La vie à Willowbrook s'écoulait à un rythme régulier, comme le tic-tac d'une vieille horloge de parquet. C'est au cours d'un de ces jeudis soirs ordinaires que les ennuis ont commencé, même si personne, pas même Miss Jane Marple, n'aurait appelé cela des ennuis à l'époque. Miss Marple était venue à Willowbrook pour une brève visite avec son neveu Raymond et sa femme Joanne, qui avaient loué le charmant vieux presbytère pour l'été. La maison était une grande bâtisse recouverte de lierre, située juste à l'extérieur de la place du village, en retrait de la route, et dont les fenêtres donnaient sur les champs et les prairies. C'était un lieu paisible, et Miss Marple, même si elle ne l'aurait jamais dit à voix haute, avait plutôt apprécié ce calme. Cette soirée-là s'était déroulée sans incident. Raymond était allé à Londres pour un dîner chez un éditeur, et Joanne, prétextant un mal de tête, s'était retirée tôt. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de parquet dans le hall et du bruissement occasionnel du lierre dans le vent. Miss Marple avait apporté son tricot au salon et travaillait à un col en dentelle, assez complexe, pour sa nièce Mabel. Elle était assise dans le grand fauteuil en chintz, près de la cheminée, bien que le feu ne fût pas nécessaire dans la chaleur de ce début juin. C'est alors tout à coup qu'elle s'en aperçut. Le rideau. Pas tout, juste le bord du lourd rideau damassé fleuri qui couvrait la longue fenêtre à guillotine. Il avait bougé. Un frémissement, un tressaillement, presque rien. Ça aurait pu être la brise, sauf que la fenêtre était fermée. Miss Marple, qui se laissait rarement aller à l'imagination, interrompit sa couture. Elle tourna légèrement la tête et observa. Plus rien. Le rideau était figé comme une pierre. Elle resta immobile quelques instants, son tricot suspendu sur ses genoux, ses yeux bleus alertes sous son bonnet de dentelle blanche. Puis, avec la sérénité qui caractérisait ses mouvements, elle posa son ouvrage, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le châssis était bel et bien fermé et verrouillé. Elle écarta le rideau et regarda dehors. Rien que le jardin éclairé par la lune, les haies taillées, l'allée de lavande et le banc blanc sous le sureau. Rien ne bougeait. « Eh bien, murmura-t-elle doucement, ça devait être le vent. » Mais Miss Marple ne croyait pas, en fait, que c'était le vent. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Mais il y avait quelque chose de curieux. Et Miss Marple n'aimait pas les curiosités qui n'avaient pas d'explication. Elle retourna à sa chaise, reprit son tricot et essaya de reprendre le modèle. Mais son esprit n'était plus concentré sur la dentelle. Il était dehors, là où quelqu'un, peut-être, avait été, ou était immobile. Ce n'était pas à elle d'intervenir, se dit-elle fermement. Elle n'était qu'une invitée. Et aucun crime n'avait été commis. Mais bon, on ne voyait rarement le crime qu'après qu'il ait été commis, n'est-ce pas? Elle travailla encore une rangée, puis une autre, mais son oreille était tournée vers le silence, ses pensées claquant plus vivement que ses aiguilles. Le lendemain matin, lumineux et agréable, bercé par le chant des oiseaux
et le tintement lointain des seaux de lait. Miss Marple, vêtue comme toujours de modestes dentelles grises et pâles, se rendit au village pour quelques courses. Elle s'arrêta d'abord chez l'épicier, où elle choisit une boîte d'anchois et des biscuits au gingembre, puis se dirigea vers la poste. C'est à la poste qu'elle entendit la première nouvelle. « Trop terrible !» dit Madame Price, la receveuse de poste, en comptant la monnaie de Mademoiselle Marple. « À Mill House, vous y croyez ?» Miss Marple inclina poliment la tête. « Mill House. Je m'en souviens, juste au bord de la rivière, n'est-ce pas? » « Oui. »« Oui, Monsieur et Madame Templeton. Colonel à la retraite, vous savez. Et c'est une vraie femme, toujours présente au comité pour telle ou telle chose. » Miss Marple hocha la tête. Elle avait brièvement rencontré Madame Templeton à la brocante de Charité 3 jours plus tôt. Et que s'est-il passé, si je puis me permettre? Madame Price se pencha, avec l'instinct universel de ceux qui aiment et craignent à la fois les ragots. « Meurtre ?» murmura-t-elle d'un ton théâtral. « Étranglée. La femme de ménage l'a trouvée peu après 19 heures. » Sur sa chaise, en plus. La police est encerclée. « C'est horrible !»« Étranglée ?» répéta Miss Marple, sa voix légère mais pensive. « Colonel Templeton ?» confirma Madame Price d'un hochement de tête. « Mort comme la pierre, et pas la moindre idée de qui a fait ça. » Miss Marple accepta sa monnaie et se retourna pour partir. « Oh, et on dit qu'il a été vu pour la dernière fois hier soir, juste après le thé, » ajouta la postière. Donc, quelque temps après. Après le thé, Miss Marple s'était installée à son tricot. Elle avait vu le rideau bouger. Il était, se souvenait-elle, un peu plus de 9 heures. Trop tard pour les permanences téléphoniques et trop tôt pour les cambrioleurs. « Merci, Madame Price, » dit doucement Miss Marple. Et tandis qu'elle revenait à la lumière du soleil, son esprit assemblait déjà les pièces du tableau. Aucune idée? Peut-être pas. Mais Miss Marple savait que si l'on voulait comprendre un village ou un meurtre, il fallait commencer par se demander qui avait tiré les rideaux et pourquoi. Et plus important encore, qui déplaçait eux. Chapitre 2. Le cri de la femme de ménage à 10 heures. Le village de Willowbrook était en pleine floraison, et pas seulement de digital et de roses. Les nouvelles avaient également fleuri. Du jardin de campagne, de Mademoiselle Ellison au fauteuil de coiffeuse de Madame Crispin, les langues se déliaient comme du linge sur un fil à linge. Colonel Templeton, étranglé. Et par quoi? Avec quoi? Personne ne semblait le savoir, mais cela ne rendait la chose que plus délicieuse. C'était le genre d'événement que Willowbrook n'avait pas connu depuis des décennies. Un cambriolage, certes, un garçon surpris en train de voler dans la remise. À outils du vicaire, voilà l'étendue du scandale local jusqu'à présent. Mais un meurtre, c'était quelque chose qui venait de la radio ou des journaux londoniens. Pas des haies bien rangées de ce village bien tenu du Hampshire. Pendant ce temps, le moulin restait silencieux derrière son portail, en fer forgé. Ses fenêtres blanches et fermées, son allée de gravier perturbée par les traces de pneus et les chaussures noires des agents enquêteurs. À l'intérieur, le salon était désormais silencieux, le fauteuil vide, mais le fantôme de la découverte du matin persistait comme le léger parfum de fumée de cigare et de mousse à raser. C'est Jessie, la femme de ménage, qui l'avait trouvée. Elle s'était levée tôt, comme toujours, pour allumer le feu et préparer le plateau du petit déjeuner. Le colonel était un homme d'habitude rigoureuse
et malheur à celui qui laissait ses œufs durcir dans la cocotte où son journal arrivait plié à l'envers. Mais ce matin-là, aucune réponse n'était venue lorsqu'elle avait frappé. Et c'était étrange. Le colonel Toujoursil a répondu avec un « oui » sec s'il était debout, ou un « attends » aboyé s'il ne l'était pas. Jessie avait frappé à nouveau. Puis, le silence persistant, elle s'était risquée à ouvrir. Ce qu'elle vit la fit hurler suffisamment fort pour faire accourir Madame Templeton et la cuisinière. Il était assis là, toujours droit dans son fauteuil à oreilles, mais penché de côté de façon anormale, les yeux ouverts et perdu dans le flou, la bouche entr'ouverte comme sous l'effet de la surprise. Une cravate torsadée, en soie bleue brodée d'or, était serrée autour de son cou. Son visage était marbré et affreux. Il était mort. Mort dans son propre salon, le feu éteint et l'horloge sur la cheminée qui tic-tac, indifférent, au fait que son propriétaire ne la remonterait plus jamais. L'inspecteur Cray, de la division du comté, arriva peu avant 9 heures. C'était un homme corpulent, vêtu d'un costume à rayures, aux cheveux fins et humides, et qui avait l'air de quelqu'un qui aurait préféré rester à son bureau. Au moment où Miss Marple passa devant la ruelle, à son retour du village, il avait déjà commencé son interrogatoire. « Très peu de lutte », disait-il à l'agent Reed, récemment transféré de Brampton. « Aucun signe d'effraction. À mon avis, c'est personnel. Quelqu'un qui connaissait la maison. Peut-être même quelqu'un à l'intérieur. » Reed, qui essayait d'écrire tout cela dans un cahier qu'il pouvait à peine lire lui-même, hocha consciencieusement la tête. Cray jeta un coup d'œil circulaire au salon. « La femme ?»« Dans sa chambre, » répondit Reed. « Elle dit qu'elle était au lit avant 22 heures. Elle n'a rien entendu. » Cray renifla. « Pratique. » Puis il se retourna lorsqu'une légère toux annonça la présence d'un autre. C'était Miss Marple, debout, tout à fait calmement, dans l'embrasure de la porte, une légère écharpe d'été glissée dans son manteau et ses gants à la main. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle joyeusement. « Je suis désolée de vous déranger, mais je crois comprendre qu'il s'est produit un événement des plus regrettables. » Cray cligna des yeux. « Et toi ?»« Oh, pardonnez-moi. Jane Marple ? Je séjourne au vieux presbytère pour quelques semaines. Je crois avoir connu la défunte tante du colonel Abath il y a quelques années. » Cray parut légèrement perplexe, mais le regard de Miss Marple était clair et doux. Elle ne s'avança pas plus loin dans la pièce, se contentant de scruter le couloir avec un léger intérêt. « Je vous laisse à votre travail, bien sûr, » ajouta-t-elle. « C'est seulement... Enfin, je me devais de le préciser. J'étais assise près de la fenêtre hier soir, en train de tricoter pour ainsi dire, et j'aurais juré avoir vu un rideau bouger, très légèrement, juste le bord. » Cray cligna de nouveau des yeux. « Un rideau ? Au vieux presbytère, je veux dire, » précisa Miss Marple. « Pas ici. La fenêtre donne sur la route. Je me souviens m'être demandé à ce moment-là s'il n'y avait pas quelqu'un dehors, mais je me suis dit de ne pas faire de bêtises. » L'inspecteur ne parut pas impressionné. « Je vois. Eh bien... » « Merci, mademoiselle. Marple, c'est ça? Oui? Si vous avez d'autres nouvelles, vous nous le ferez savoir. Oh, certainement. J'espère que madame Templeton tient le coup. » Cray grogna. Miss Marple fit un petit signe de tête et s'éloigna,
ses chaussures silencieuses ne faisant aucun bruit sur le parquet du hall. De retour à l'ancien presbytère, Joanne était assise dans la salle à manger, une copie de la Dame Non ouvert à côté de son thé. Elle leva les yeux au retour de sa tante. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « À propos de l'homme de Templeton ?»« J'en ai bien peur, » dit Miss Marple en retirant ses gants et en s'installant avec une grâce. « Tranquille, étranglé, semble-t-il. » Joanne frissonna. « Horrible. Mais il était si, je ne sais pas, ennuyeux. On n'aurait jamais cru que quelqu'un se donnerait la peine de le tuer. »« C'est souvent le problème, » murmura Miss Marple. « Les gens ennuyeux sont ceux que personne ne regarde vraiment, et donc personne ne voit qui ils sont vraiment. » Joanne lui lança un regard perplexe. « Tu ne veux pas dire que tu penses celle. Est-ce que tu l'as fait ?» Miss Marple remuait son thé pensivement. « Oh, je ne dirai jamais une chose pareille. Mais quand un homme est tué dans son fauteuil avec une de ses propres cravates, on ne peut s'empêcher de se demander qui pourrait bien avoir accès à la chose et éprouver de la colère. « Et cette nouvelle femme de ménage ?» demanda Joanne. Elle avait l'air terrifiée l'autre jour, à la garden party. Elle était... « Je suis nouvelle, » dit Miss Marple, « et très jeune. Bien trop jeune pour faire le ménage chez un homme comme le colonel Templeton. » Joanne haussa un sourcil. « Il était donc affreux ?» Miss Marple esquissa un petit sourire neutre. « Pas vraiment affreux. Mais les militaires de son espèce ont souvent deux manières. Une pour la parade publique et une pour le salon. » À ce moment-là, Jessie, la femme de ménage, était assise sur une chaise à dossier droit dans la cuisine de Mill House, se tordant les mains. « Je vous jure, monsieur, » disait-elle à l'inspecteur Cray, « qu'il était en pleine forme quand j'ai laissé le plateau. J'ai préparé le whisky, comme il l'aimait, et je suis monté me coucher. Je n'ai pas entendu rien. Pas un bruit. Quelqu'un est venu à la porte. » Jessie secoua la tête, les yeux écarquillés. « Non, monsieur. Aucun visiteur du tout. » « Eh bien... » Jessie hésita. « Seulement Madame Larche, du comité d'horticulture. Elle est passée avec une brochure avant le dîner. Elle voulait que le colonel prenne la parole à l'exposition florale. Mais elle était partie à 7h30, j'en suis sûr. Je l'ai vue remonter le chemin. » Cray a noté cela. « Et la femme ?» ?»« Dans sa chambre. Je ne l'ai plus revue après le dîner. Quelqu'un d'autre vit ici. Il n'y a que moi et le cuisinier. On occupe tous les deux les chambres du dernier étage. » Cray ferma son carnet. « D'accord. Ne bouge pas. On aura besoin de plus de toi. » Jessie hocha la tête en silence. Dehors, le soleil brillait sur l'allée de gravier, sur les haies, soigneusement taillées, et sur les rangées de soucis près du portail du jardin. Rien ne semblait anormal, mais à l'intérieur des murs de Mill House, les secrets avaient de commencer à s'agiter, aussi agités que le rideau qui bougeait sans vent. Et dans sa chambre du vieux presbytère, Miss Marple était de nouveau assise, tranquillement avec son tricot. Ses aiguilles cliquetaient pensivement, le modèle presque oublié. Tout avait commencé. Et elle ne doutait pas que la vérité mettrait du temps à émerger, mais elle finirait par émerger. Parce que Miss Marple n'avait jamais vu un rideau bouger sans raison. Chapitre 3. L'alibi de la veuve. C'était un vendredi exceptionnellement chaud lorsque Miss Marple rendit une visite délicate et réfléchie à Mill House.
Selon les normes du village, un tel geste aurait été presque audacieux, car de quel droit une vieille fille de St. Mary Mead, en visite seulement pour l'été, pouvait-elle aller frapper à la porte d'une maison fraîchement endeuillée? Mais Miss Marple n'était ni stupide ni inconsidérée. Elle avait attendu le moment précis où Madame Templeton pourrait s'attendre et même accueillir avec plaisir une tasse de thé bienveillante. La femme de chambre, Jessie, les yeux rouges, à force de raconter sa découverte à un fonctionnaire après l'autre, ouvrit la porte avec une hésitation visible. « Je me demandais, dit doucement Miss Marple, si votre maîtresse aimerait un peu de compagnie. Je ne resterai pas longtemps. » L'expression de Jessie oscillait entre soulagement et anxiété. « Je vais demander, mademoiselle. Elle est au petit salon. » Elle s'essuya les mains sur son tablier et disparut dans le couloir. Miss Marple se tenait dans le hall, son regard errant subtilement sur l'intérieur de la maison. Le parquet était ciré, mais pas fraîchement repéré. Un long tapis présentait des signes d'usure près de l'escalier principal. Un tableau de paysage était légèrement de travers. Elle ne fit pas mine de le remarquer. Elle serra simplement son sac à main devant elle, patiemment. Quelques instants plus tard, Jessie revint. Elle dit « Oui, mademoiselle. Vous pouvez entrer. » Le salon, orienté à l'est, était inondé de lumière. Les murs étaient peints d'un agréable vert sauge, ornés de gravures botaniques encadrées de dorures et d'une cheminée cerclée de marbre blanc. Assise, raide, sur une chaise près de la fenêtre, Madame Templeton était grande, finement charpentée, avec d'épais cheveux gris coiffés en un chignon sévère. Elle paraissait beaucoup plus âgée qu'à la garden party, et pas seulement à cause du chagrin. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix à peine audible, « j'apprécie votre appel. » « Ma chère, » dit gentiment Miss Marple, « je ne vous dérangerai pas longtemps. Je pensais simplement qu'en des temps pareils, une oreille attentive pouvait être réconfortante. » Madame Templeton hocha la tête, bien que sa posture restât rigide. Ses mains, fermement jointes sur ses genoux, ne portaient aucune bague. Jessie, silencieuse comme une ombre, apporta un plateau avec du thé et 2 tasses, le posant sur la table d'appoint avec la nervosité de quelqu'un qui enjambe du verre. « Enterré. Je vais servir, d'accord ?» dit Miss Marple, tendant déjà la main vers la théière. « Ne vous inquiétez pas, vous jouez les hôtesses. » Elle versa avec la grâce experte d'une femme qui avait offert plus de thé que la plupart des gens n'avaient de dîner chaud. Puis, doucement, elle dit « Tout cela doit sembler tout droit sorti d'un mauvais rêve. » Madame Templeton laissa échapper un long soupir et ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Je n'y crois toujours pas. Hier soir, on a mangé du saumon au dîner, et soudain, on me réveille en sursaut et on m'annonce que mon mari a été assassiné. » Sa voix s'est essoufflée sur le dernier mot. « Je suis vraiment désolée, » murmura Miss Marple. Madame Templeton détourna le regard. Les questions de l'inspecteur étaient horribles. Comme si j'avais pu... Elle ne termina pas. « C'est tout à fait naturel, » dit doucement Miss Marple. « Ils doivent écarter toutes les possibilités. » « Bien sûr, même les plus cruelles. J'étais au lit, » dit rapidement la veuve. « Avant 22 heures. J'avais un léger mal de tête. J'avais pris un de mes comprimés. Pauvre petite. Les migraines, c'est horrible. » Miss Marple lui tendit un biscuit. « Et avez-vous entendu quelque chose cette nuit? Un grincement? Un pas? Une porte? » Madame Templeton secoua la tête. « Rien. »
Ma chambre est au 2e étage, en face du jardin. Je ne savais même pas qu'il s'était passé quelque chose avant que Jessie ne hurle. Alors il devait déjà être mort depuis un certain temps. Madame Templeton grimaça, et mademoiselle Marple adoucit aussitôt son ton. Pardonnez-moi, je veux juste dire, il semble qu'il se soit passé beaucoup de choses entre le thé et le coucher. Cela provoqua un petit rire sec. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Cela se produit entre le thé et le coucher, surtout si le colonel a bu plus d'un whisky. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Était-ce souvent le cas? Presque tous les soirs. Une pointe d'amertume s'était insinuée dans sa voix, et une fois rassasié, il s'installait dans cet horrible fauteuil, allumait son cigare et parlait de la guerre. Miss Marple émit un bourdonnement compatissant. Il n'était pas cruel, vous savez, pas physiquement, mais il rendait la vie meilleure. Petit pour tous les autres. Il croyait à la discipline, à l'efficacité et au silence. Elle baissa les yeux vers ses mains. Je me sentais souvent plus comme un soldat sous ses ordres que comme une épouse. Miss Marple sirota son thé. Et pourtant, extérieurement, vous formiez un si beau couple, un haussement d'épaules. On a joué notre rôle. Et maintenant, il est parti, et ils s'attendent à ce que je... Quoi? Pleure dramatiquement? Gémisse dans un oreiller? Vous ne me semblez pas être du genre dramatique, dit Miss Marple à voix basse. Madame Templeton la regarda dans les yeux. Non, je ne le suis pas. Il y eut un silence. Le son de l'horloge du grand-père dans le couloir marquait les secondes. Une mouche tapota la vitre. Finalement, Miss Marple se pencha. En avant. Pardonnez-moi, mais puis-je vous poser une question curieuse? Madame Templeton fit un petit signe de tête. Cette cravate qu'il portait, celle avec laquelle, selon les journaux, il a été étranglé, faisait-elle partie de sa tenue habituelle? La veuve cligna des yeux. Non, il ne l'a jamais portée. Il la gardait dans le tiroir de son bureau, pour les grandes occasions. La broderie, il disait toujours qu'elle était trop voyante pour un usage quotidien. L'expression de Miss Marple resta sereine. Curieux. Peut-être avait-il l'intention de le porter plus tard, alors? Non, répondit lentement Madame Templeton. Il ne l'aurait pas fait. Il n'était pas sorti de la semaine. Miss Marple hocha la tête et se leva. Merci, ma chère. Vous avez été très aimable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une promenade ou de la compagnie, n'hésitez pas à me contacter. Je reste à seulement 800 mètres plus loin. Madame Templeton se leva, plus par habitude que par désir. Merci, Miss Marple. Dehors, l'air était chargé de soleil et d'abeilles. Miss Marple descendait lentement l'allée, le visage pensif. La cravate. Un homme s'est étranglé avec un objet qu'il n'avait pas porté depuis des mois et qu'il avait caché. Le meurtrier était donc au courant, savait où il le gardait et l'avait utilisé au lieu d'improviser. Ce sur mesure familiarité. Elle se retourna un instant, jetant un coup d'œil à la maison. Ce n'était pas seulement l'alibi de la veuve qui l'intéressait, même s'il était mince comme du papier, c'était son sang-froid, sa retenue. Madame Templeton n'avait pas versé une larme et n'avait pas l'air particulièrement hébétée. Mais Miss Marple avait déjà vu cela chez des femmes qui avaient depuis longtemps pleuré à chaudes larmes alors que leur mari était vivant.
Cet après-midi-là, dans le salon de thé du village, les conversations tournaient déjà à la spéculation. « C'était un vol », déclara M. Welford, le boulanger. « Ça a dû être le cas. Il n'y a aucune autre raison de se faufiler ainsi. »« N'importe quoi ?» répondit Mme Ellison sans lever les yeux de son éponge Victoria. « Rien n'a été volé. » Jessie l'a dit à sa cousine, qui l'a dit au jardinier de ma cousine. Il a dit que même la tirelire n'avait pas été touchée. On dit que c'était quelqu'un qu'il connaissait, expliqua le révérend Hopcott en remuant doucement son sucre. C'est souvent comme ça, vous savez. La plupart des violences ne viennent pas d'inconnus. Miss Marple, discrètement assise près de la fenêtre, ne fit aucun commentaire. Elle se contenta d'écouter. Quelqu'un connaissait suffisamment le colonel Templeton pour l'étrangler dans son propre salon avec sa propre cravate et partir sans un bruit. Elle regardait la verdure où des enfants jouaient et où un vieux jardinier taillait sa haie. Il y avait des indices, pas spectaculaires, pas d'empreintes de pas ni de taches de sang, mais des signes plus discrets. Comportement. Souvenir. Mobile. Elle plia sa serviette et se leva. Il y avait beaucoup à apprendre à Willowbrook, et elle avait l'intention de tout apprendre. Chapitre 4. Un visiteur dans la nuit. La place du village de Willowbrook était somnolente sous le soleil doré d'un après-midi de fin juin. Les cris des enfants résonnaient faiblement depuis le terrain de cricket, et le bourdonnement sourd des abeilles flottait paresseusement au-dessus des haies fleuries. Mais sous cette tranquillité apparente, quelque chose avait commencé à changer. La mort du colonel Templeton avait fait plus que choquer les villageois. Elle avait instable, savoir qu'un homme avait été assassiné discrètement et délibérément dans la sécurité de son propre salon avait changé la donne. Ceux qui laissaient autrefois les portes de derrière ouvertes et les vélos dételés vérifiaient désormais leur cadenas. Même Madame Crozier, qui avait toujours affirmé que son labrador pouvait repousser n'importe quel intrus, avait commencé à fermer ses volets avant la nuit. Et pourtant, malgré toutes les conversations murmurées et les regards échangés, personne ne savait quoi faire. Faire? Personne, bien sûr, à part Miss Marple. Ce soir-là, après un léger dîner de truite et de salade au vieux presbytère, Joanne se coucha tôt, prise d'un mal de tête dû à trop de ragots. Miss Marple, quant à elle, resta au salon, sirotant son thé et tricotant un rang supplémentaire sur le délicat col de dentelle qu'elle avait promis à sa nièce. C'est à 9h10 précises qu'elle releva la tête. Son regard, bien que terni par l'âge, était toujours vif, et il capta à nouveau la lumière. Le rideau, il a bougé, juste un léger mouvement, à peine perceptible, comme le frôlement de doigts ou le frottement d'une main qui s'éloigne du bord. La fenêtre derrière était fermée. Il n'y avait pas de vent. Et cette fois, Miss Marple n'hésita pas. Elle se leva, posa son tricot et traversa la pièce avec un silence qui trahissait son âge. À la fenêtre, elle s'arrêta, les doigts posés délicatement sur l'ourlet du rideau. Lentement, elle l'écarta. Au début, elle n'a rien vu, puis un mouvement. Une ombre reculait sur le chemin de gravier vers la haie au bord du jardin. Pas le pas d'un cambrioleur, pensa-t-elle. Trop doux, trop réfléchi, c'était quelqu'un qui ne voulait pas sembler pressé. Quelqu'un savait qu'il pourrait être vu, et ils savaient ont été vus, mais pas par ceux qu'ils attendaient.
Miss Marple n'ouvrit pas la fenêtre. Elle prit son sac à main, enfila son cardigan et s'engagea dans le couloir. Le vieux presbytère possédait une entrée latérale qui donnait directement sur le jardin. Elle la franchit, ouvrant la porte sans un bruit. Le jardin sentait le chèvrefeuille et la terre humide. L'ombre, quelle qu'elle fût, avait disparu derrière la haie latérale. Miss Marple suivit le sentier d'un pas mesuré, veillant à ne pas faire de bruit sur les pierres. Près du bord de la propriété, le clair de lune révélait une silhouette courbée, accroupie juste sous le muret de pierre. « Bonsoir », dit Miss Marple d'une voix douce. La silhouette sursauta violemment, se redressant à moitié. C'était un jeune homme, pas plus de 20 ans, à en juger par son apparence, aux cheveux noirs hirsutes et au visage mince et anxieux. « Quoi ? Je ne faisais rien. Je n'ai pas dit que vous l'étiez, » répondit calmement Miss Marple. « Je me demande peut-être pourquoi un gentleman se cache dans le jardin de mon neveu à cette heure-ci. » Le jeune homme regarda autour de lui, avec égarement, comme s'il se demandait s'il devait courir. « Je ne devrais pas, à votre place, » ajouta Miss Marple. « Le portail est fermé à clé et j'imagine que vos chaussures ne sont pas adaptées aux haies épineuses. » Le jeune homme hésita. Puis il laissa échapper un soupir de défaite et s'affala sur le muret. « Je n'étais pas ce vol rien. »« Alors qu'est-ce que tu faisais ? Je voulais voir si elle était là. »« Elle ?» Il leva les yeux cernés. « Jessie, la bonne !» Miss Marple ne sourcilla pas. « La femme de chambre de Mill House ?» Il hocha la tête. « On était en train de sortir avant qu'elle ne prenne son poste, et puis elle a arrêté d'écrire. Elle a arrêté de me retrouver dans le couloir. J'ai pensé qu'elle était peut-être malade. » Sa voix s'éteignit. Ou quelque chose d'autre s'est produit. Le garçon avait l'air malheureux. Elle semblait effrayée dans sa dernière lettre. Elle disait que le colonel l'avait surprise à écouter à la porte, qu'il avait dit qu'elle le regretterait. Le visage de Miss Marple resta impassible, mais son esprit s'emballait. Et a-t-elle expliqué ce qu'elle a entendu? Non. Juste que quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans le bureau. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en dire plus. Et tu pensais qu'elle était peut-être venue ici? Il rougit. J'ai attendu près du chemin ces derniers soirs. Je pensais qu'elle essaierait peut-être de me prévenir. Je ne voulais pas me faufiler dans le jardin. Seulement, quand les lumières se sont allumées, j'ai cru voir quelqu'un. J'ai pensé que c'était peut-être elle à la fenêtre. « C'était moi, » dit Miss Marple. « Je tricotais. » Le garçon gémit. « J'ai vraiment tout gâché, hein? »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « mais pas irrémédiablement. Dites-moi votre nom. »« Léonard Pike. » « Eh bien, Monsieur Pike, je pense qu'il est temps que vous preniez une bonne tasse de thé et que vous ayez une explication plus claire. » 15 minutes plus tard, Léonard était assis dans la cuisine du vieux presbytère, un biscuit à la main et une tasse fumante devant lui. Sa nervosité ne s'était pas apaisée, mais il parlait avec plus de cohérence. Elle n'était là que depuis quelques semaines, dit-il. Elle disait qu'elle n'aimait pas le colonel, qu'il la surveillait constamment, lui posant des questions sur qui elle croisait au village. Une fois, elle a dit qu'il était resté devant sa chambre la nuit. Miss Marple fronça les sourcils. Elle voulait partir, continua Léonard. Mais il y avait quelque chose.
Elle disait que Madame Templeton ne voulait pas rester seule avec lui, qu'elle ne le dirait pas à voix haute, mais qu'elle avait peur aussi. « Et maintenant, il est mort !» dit doucement Miss Marple. « Étranglé !» Le visage de Léonard pâlit. « Tu ne penses pas... Jessie ne... Hélène ne pouvait pas... Je ne pense... »« Je n'ai encore rien fait, » dit Miss Marple. « Mais j'observe et je pose des questions. Des questions que la plupart des gens sont trop polis ou trop distraits pour poser. » Elle a croisé les mains. « Léonard, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu rester hors de vue pour l'instant? Ne t'approche plus de Jessie, pas avant qu'on sache exactement ce qu'elle pourrait bien cacher. » Il hésita, puis hocha la tête. « Je ferai tout pour elle. Mais ne les laissez pas l'arrêter. Ce n'est pas une tueuse. » Miss Marple hocha la tête, bien que son expression fût indéchiffrable. « Non, elle ne semblait le genre. » Ce soir-là, après que Léonard se fut échappé par la porte latérale, Miss Marple retourna au salon. Elle reprit son tricot, mais ses doigts restèrent immobiles. Son esprit était occupé par la cravate, trop décorative pour un usage quotidien, par le chagrin étrangement calme de la veuve, par la femme de chambre qui avait peut-être entendu quelque chose qui n'était pas destiné à ses oreilles, et par un garçon effrayé qui avait vu quelque chose, ou quelqu'un. Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer. Le rideau avait de nouveau bougé, ni par hasard, ni par le vent. Non, quelqu'un regardait ou cherchait. Et Miss Marple le savait maintenant avec une certitude tranquille. Le meurtre du colonel Templeton n'était que le début. Chapitre 5. L'homme de Londres. Le lundi matin suivant, le village de Willowbrook s'éveilla à la vue d'une grande automobile noire, rutilante et visiblement dépareillée parmi les humbles Morris Minor et les paniers à vélo de la rue principale. Elle s'arrêta devant Mill House peu après 9 heures, laissant apparaître un homme de grande taille, vêtu d'un costume anthracite bien coupé, une serviette en cuir à la main, l'air vaguement impatient. « Qui est-ce donc ?» demanda Monsieur Bartlett l'épicier, en regardant par la vitrine de sa boutique tout en emballant un morceau de cheddar. « De la police, j'imagine, » murmura Madame Ellison, qui passait par hasard avec son Pékinois, Mitzi. Même s'il n'a pas l'air d'être du coin. Il ne l'était pas. L'inspecteur en chef, Magnus Ellery de Scotland Yard, n'était pas le genre d'homme qu'on associait au meurtre de village. Sa réputation était solide, intelligent, ferme et profondément allergique à l'inefficacité. Il détestait l'agitation, avait horreur du désordre et nourrissait un mépris particulier pour ce qu'il appelait l'ingérence amateur. Et c'est ainsi qu'il fut très malheureux qu'une heure après son arrivée, il se retrouve présenté à une certaine Miss Jane Marple. « Ah oui, » dit l'inspecteur Cray, debout, maladroitement, dans le hall d'entrée du vieux presbytère, se balançant d'un pied sur l'autre comme pris entre deux ordres. « Voici la dame dont j'ai parlé, monsieur. Elle... Eh bien, elle remarquait une chose ou deux. » Miss Marple se leva de sa chaise avec une grâce experte, son col de dentelle grise impeccablement arrangé, son expression empreinte d'une civilité sereine. « Bonjour, inspecteur principal. C'est gentil de votre part de venir. » Ellery cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si petite, ni si posée. « J'ai cru comprendre que vous étiez ici la nuit où le colonel Templeton a été tué, » dit-il sèchement. « Oui, » répondit Miss Marple.
J'ai aussi remarqué, vers 9h15, qu'un rideau bougeait dans le salon alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte. Un rideau, répéta Ellery, impassible. Oui. La deuxième fois cette semaine-là, en fait. La première fois, c'était la veille du meurtre. Naturellement, ma curiosité s'est emparée de moi. Ellery expira doucement par le nez. « Et tu as vu quelqu'un » ? Pas clairement. Une silhouette. Masculine, je crois. Assez jeune. Mais pas le genre de personne qu'on s'attend à trouver tapie dans les parterres de fleurs. Vous ne l'avez pas signalé immédiatement ? Miss Marple pencha la tête. Eh bien, rien n'était encore arrivé, et la silhouette disparut assez vite. Je n'ai pas l'habitude d'appeler Scotland Yard pour un rideau qui se dérobe. Cray toussa maladroitement. Miss Marple esquissa un léger sourire. Il y a plus, dit-elle doucement. La cravate utilisée pour étrangler le colonel Templeton était une cravate qu'il portait rarement. Elle était conservée dans le tiroir de son bureau, m'a-t-on dit. Cela suggère que le meurtrier connaissait bien la maison ou qu'il avait eu le temps de la fouiller. La bouche d'Ellery tressaillit. « Allez-y, Miss Marple. »« Oh, je ne vais pas vous ennuyer, » dit-elle d'un ton léger. « Vous avez bien plus de ressources officielles que moi. Mais je me demande, avez-vous déjà parlé à la femme de ménage, Jessie ? Elle est interviewée ce matin, dit Ellery. Pourquoi ? Elle a peut-être entendu quelque chose, dit Miss Marple en reprenant son tricot. Ou quelqu'un. J'ai le sentiment qu'elle en sait plus qu'elle n'ose l'admettre. Vraiment ? Dit Ellery, se retournant déjà pour partir. Eh bien, si elle le fait, on lui fera dire ce qu'elle pense. Alors que la porte se refermait derrière lui, Joanne entra du jardin, où elle avait taillé des roses. « Je dois dire, » y a-t-elle remarqué, « qu'il ne semble pas être un homme qui apprécie les conseils. »« Non, » répondit Miss Marple, en faisant des boucles dans sa laine. « Mais le colonel Templeton non plus. » À Mill House, Jessie était assise, au bord d'un repose-pieds en velours, faisant tourner son tablier sur ses genoux. Son regard se posait régulièrement sur la porte, comme si elle s'attendait à ce que son ancien employeur entre et lui ordonne de retourner à son travail. Ellery était assis en face d'elle, les bras croisés. « Mademoiselle Penfold, » dit-il, utilisant son nom de famille avec une formalité délibérée. « Nous avons examiné votre déclaration à l'inspecteur Cray. Vous avez dit vous être couché vers 10 heures. Vous n'avez rien entendu, rien vu. » Jessie hocha rapidement la tête. « Pourtant, » poursuivit Ellery, « vous avez aussi écrit à un ami que vous aviez peur, que le colonel Templeton vous avait menacé. » Les mains de Jessie se figèrent. « Ne mens pas. »« Nous avons vu la lettre. J'avais juste peur, » murmura-t-elle. « Il était en colère, tout le temps, et méfiant. Il pensait que quelqu'un était entré dans son bureau, en train de fouiller ses affaires. »« Vraiment ?» La voix de Jessie baissa. « Je ne sais pas. Il gardait le bureau fermé à clé la plupart du temps. Mais il m'a surprise une fois en train d'y faire la poussière, et m'a dit que si jamais j'écoutais à nouveau aux portes, je le regretterais. As-tu » Jessie hésita. « Une fois, pas exprès. Je passais. J'ai entendu des cris. Pas comme une bagarre, plutôt comme quelqu'un. Mendicité. » « Mendicité ?» Jessie hocha la tête. « Une voix de femme. Je crois que c'était Madame Templeton. » Ellery se pencha en avant. « Tu as entendu ce qu'elle a dit ? » « Non, juste le ton. Je ne suis pas resté. »
J'avais peur qu'il me surprenne. C'était récent, la veille de sa mort. Ellery se rassit. Merci, mademoiselle Penfold, c'est tout pour le moment. Jessie fit un signe de tête tremblant et s'enfuit de la pièce dès qu'elle fut renvoyée. Plus tard dans la soirée, Ellery retourna au vieux presbytère. Cette fois, il n'attendit pas qu'on l'invite à entrer. Miss Marple l'accueillit à la porte, l'air placide. « Je crois, dit-il vivement, que vous aviez tout à fait raison au sujet de la femme de ménage. »« Oh » dit Miss Marple doucement. Elle a entendu une dispute entre le colonel Templeton et sa femme. Il criait, elle le suppliait. « C'est affligeant, » murmura Miss Marple, même si je ne peux pas dire que je sois surprise. Madame Templeton a l'air d'une femme habituée à ravaler ses paroles. Ellery l'observa. « Tu penses que la veuve l'a tuée ? » ?»« Je pense que c'est possible, » répondit Miss Marple, « mais peu probable. Voyez-vous, elle n'est pas assez intelligente. » Ellery haussa un sourcil. « Oh, je ne veux pas dire inintelligente, » s'empressa de dire Miss Marple. « Je veux dire pas intelligente au sens calculateur du terme. Si elle l'avait tué, ça aurait été salissant, maladroit, par peur ou par désespoir. Mais ça, c'était propre, réfléchi, froid. Alors qui ? Miss Marple sourit faiblement. Je l'ignore encore, mais je soupçonne que le mobile est plus ancien qu'on ne l'imagine. Ellery la regarda un long moment. « Vous n'êtes pas aussi inoffensive que vous en avez l'air, Miss Marple. » Elle rit doucement, ni aussi bête. On confond souvent gentillesse et ignorance. C'est très utile. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres et projetait de longues ombres sur la pelouse, Miss Marple fit une promenade solitaire dans le jardin. Elle avançait lentement, sa canne tapotant doucement le gravier. Le rideau avait encore bougé, mais pas de l'intérieur. Cette fois, elle était certaine, quelqu'un avait regardaison. Ni Jessie, ni Leonard Pike, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait que le passé n'avait pas encore fini de parler et que Miss Marple commençait, lentement mais sûrement, à écouter. Chapitre 6. Les secrets de l'étude. Le bureau de Milhouse était une pièce d'une sévérité silencieuse, à l'image de l'homme qui l'avait dirigé. Il était lambrissé de noyers foncés, garni d'étagères, rempli de mémoires militaires feuilletées, de vieux annuaires de cricket et d'épais volumes reliés en cuir sur la stratégie et le leadership. Un lourd bureau en chêne trônait sous la fenêtre, flanqué de classeurs assortis et d'une lampe en laiton dont l'ampoule était éteinte depuis la mort du colonel Templeton. Miss Marple, invitée par l'inspecteur Cray, réticent mais de plus, en plus respectueux, se tenait maintenant juste à l'intérieur du seuil, examinant la pièce avec les yeux d'une femme qui avait connu de nombreux espaces de ce genre, et les hommes qui les gardaient. Ceci, dit Cray avec un geste vague, était son domaine privé. Personne n'y était autorisé sans invitation, pas même sa femme. Miss Marple hocha la tête pensivement. Et pourtant, il n'est pas mort ici, mais dans le salon. Cray renifla. Il avait peut-être affaire ailleurs ce soir-là. Peut-être. Elle avança d'un pas délicat, son regard scrutant sans chercher visiblement. « Puis-je » Cray hocha la tête avec raideur.
Elle s'approcha du bureau. Il était grand, poli et carré, un vestige d'une ancienne génération de discipline anglaise. Des papiers soigneusement empilés reposaient d'un côté, à côté d'un buvard, d'un encrier et d'une petite boîte en bois avec un fermoir en laiton. Elle toucha légèrement la boîte. Verrouillée? Oui. Aucune clé n'a été trouvée sur le corps. Nous attendons l'autorisation pour l'ouvrir. Cray la regarda avec une pointe d'admiration, même si son ton restait prudent. « Seriez-vous surpris d'apprendre, dit-elle, que le colonel Templeton pourrait avoir été en difficulté financière ?» Cray cligna des yeux. « Ça n'a pas été évoqué. J'imagine que non. Mais le prix du whisky importé, les dons annuels au club des officiers, l'entretien de cette maison et de son parc, tout cela avec la pension d'un colonel à la retraite? Ça ne fait pas le poids. » Cray semblait vaguement mal à l'aise. Il n'a pas été question de dette. Les hommes comme lui, dit doucement Miss Marple, ne mentionnent la cachen jusqu'à ce que la dissimulation devienne impossible. Elle se pencha et examina le classeur. Un tiroir, celui du bas à droite, portait de légères rayures, prêt, et de la serrure. « Cela a été forcé, » murmura-t-elle. Cray s'approcha d'elle, les sourcils froncés. « On ne l'a pas ouvert. C'était déjà comme ça quand on est arrivé. »« Et puis quelqu'un l'a fait en premier, » dit-elle. « Quelqu'un qui avait besoin de quelque chose à l'intérieur. » Une demi-heure plus tard, de retour au vieux presbytère, Miss Marple était assise, son carnet à la main, non pas en train de tricoter cette fois, mais en train de compiler tranquillement. Elle avait déjà noté rideaux déplacés 2 fois, cravate rarement portée, conservée au bureau veuve, effrayée, émotionnellement plate, pas très intelligente dans sa méthode, Jessie. A entendu la dispute, a eu peur, a regardé Léonard, Pike, loyal, n'a rien vu, inquiet bureau du colonel, boîte verrouillée, armoire forcée, tiroir non ouvert. Le motif se dessinait, vaguement, comme une photographie dans une chambre noire. Pourtant, quelque chose lui échappait. Elle ferma le carnet, se leva et se dirigea vers le rebord de la fenêtre où ces rosiers fleurissaient en pot. Derrière les haies et les murs du vieux presbytère, Mill House se dressait, imposante et silencieuse, ses secrets enfermés derrière la pierre et le rideau. Le soir même, l'inspecteur principal Ellery, vif, pressé et toujours efficace, retourna à Mill House. Il avait appris qu'un notaire londonien était enfin arrivé et l'attendait dans le bureau. Ellery n'appréciait guère les notaires, surtout ceux qui arrivaient avec des enveloppes et des registres. L'homme, M. Edward Fanshawe, était mince et boutonné, sa serviette posée sur le bureau où le colonel avait autrefois régné, sur sa correspondance comme un général sur ses cartes. « Je suis venu dès que j'ai reçu la notification, » dit Fanshawe sèchement. « J'ai géré les affaires du colonel Templeton ces 4 dernières années. » Ellery hocha la tête. « Il nous faudra une copie du testament, bien sûr. » Fanshawe ouvrit la mallette et glissa un fin dossier sur le bureau. Voilà. Ellery le feuilleta. C'était court, précis et, chose inhabituelle, daté de seulement 6 mois. La succession entière, aussi modeste fût-elle, fut laissée à Madame Margaret Templeton. Aucun autre bénéficiaire, aucune condition. Intéressant, murmura Ellery. Et les finances du colonel? Fanshawe hésita. Pas bon, j'en ai peur. Il avait hypothéqué cette maison jusqu'au cou.
et il avait contracté des prêts personnels importants, l'un auprès d'un gentleman du Hampshire, l'autre auprès d'une banque privée londonienne. Franchement, il était au bord du précipice. Pas d'économie, rien à signaler. Sa femme non plus n'avait aucun revenu indépendant. Elle dépendait entièrement de la pension du colonel et de sa bonne volonté. Ellery se pencha en arrière. Donc, si le colonel était mort de cause naturelle, elle aurait hérité d'une montagne de dettes et n'aurait aucun moyen de les rembourser. C'est exact. Et s'il mourait tête naturellement? Fanshawe marqua une pause. Alors l'assurance vie verserait des indemnités. Le regard d'Ellery s'éclaira. Il y avait une politique, un gros en fait. Il l'a retirée il y a 3 ans, juste après un problème de santé, si je me souviens bien. Et c'est elle, la bénéficiaire? Fanshawe hocha la tête. Oui, à condition qu'il n'y ait aucun soupçon quant à son implication, bien sûr. Ellery expira lentement. C'était un mobile clair, substantiel et accablant. Mais c'était aussi trop simple. Trop soigné. Il referma le dossier et se leva. « Merci, monsieur Fanshawe. Ne quittez pas la ville tout de suite. » Pendant ce temps, Miss Marple avait discrètement rendu visite à la bibliothèque du village, ou plutôt à Miss Dorothy Gray, la bibliothécaire, qui travaillait dans cette institution depuis si longtemps qu'elle pouvait réciter les dates de parution de tous les grands romans publiés depuis la guerre. Dorothy, dit doucement Miss Marple par-dessus le combiné. « Te souviens-tu d'une jeune femme appelée Alice Denby ?» Le silence à l'autre bout du fil fut bref mais révélateur. « Oh oui », fit la voix. Elle travaillait à Mill House il y a des années, vers 1946, je crois. Une jolie petite timide. Tu te souviens pourquoi elle est partie? Un autre silence. Il y a eu des rumeurs, mais pas de scandale. Juste qu'elle est partie brusquement. J'ai toujours pensé que le colonel y était, pour quelque chose. Merci, ma chère, dit Miss Marple. C'est vraiment très utile. Elle posa doucement le téléphone. Alice Denby, une autre fille. Un autre silence. Un autre fil. Cette nuit-là, un orage s'abattit sur Willowbrook. La pluie frappait doucement les fenêtres du vieux presbytère et un éclair illumina brièvement les arbres le long du mur du jardin. Miss Marple était assise près du feu, son carnet de notes à nouveau ouvert. Elle a ajouté une seule ligne sous ses notes précédentes. Alice Denby, disparue en 1946, travaillait à Mill House. Puis, en très petites lettres, elle écrivit « Le colonel Templeton ne s'attendait pas à mourir ainsi, mais quelqu'un d'intelligent et de très patient, a veillé à ce qu'il meure ainsi. » Elle a souligné « très patient » 2 fois. Dehors, le vent faisait trembler le lierre sur la fenêtre. À l'intérieur, Miss Marple était assise, très immobile, et regardait. La vérité approchait, non pas avec des cris ou du drame, mais lentement, comme des pas dans des couloirs recouverts de moquettes. Et quand cela arriverait par la dernière porte que personne n'avait osé ouvrir. Le passé. Chapitre 7. Un nom dans le grand livre. La pluie s'était calmée au matin, laissant derrière elle un voile de rosée sur chaque haie et une série de petites flaques argentées dans les creux des ruelles de Willowbrook. Les cloches de l'église sonnaient 9 heures avec leur optimisme habituel, mais pour Miss Marple, sirotant son thé matinal sur la terrasse du vieux presbytère,
elle semblait légèrement déplacée, comme si le village essayait de prétendre que tout allait bien, alors qu'en réalité, tout n'allait décidément pas. De l'autre côté de la rue, à Mill House, la voiture noire avait disparu, mais un seul agent de police restait posté à la grille. Derrière les murs recouverts de lierre, Miss Marple imaginait le bureau tel qu'il était depuis des années, propre, discipliné et plutôt morne. Sauf qu'il était désormais le dernier endroit que le colonel avait jamais ouvert. C'est ce qui lui restait, le tiroir du bureau, la cravate, le coffret fermé à clé. Et maintenant, le souvenir d'Alice Denby, une fille dont personne n'avait parlé depuis près de 30 ans. Miss Marple, contrairement à ce que certains croyaient, n'attendait pas simplement que les aveux lui tombent dessus. Elle collectionnait les faits comme d'autres collectionnent les timbres-poste, avec soin, discrétion, consciente de leur rareté et de leur valeur cachée. C'est ainsi qu'après le petit déjeuner, elle prit son parapluie et son sac à main, noua son foulard sous son menton et partit vers le village. La bibliothèque Willowbrook était un bâtiment modeste, avec ses poutres Tudor, ses fenêtres couvertes de lierre et son parfum de cire à la lavande et de livres de poche. Miss Dorothy Gray, comme toujours, était derrière le bureau, pâle, lunettes aux yeux bleus et exigeante. « Mademoiselle Marple, » dit-elle en se levant légèrement. « Vous avez appelé hier ?»« Oui, ma chère. Et je me demandais si je pouvais vous déranger encore un peu. » Bien sûr. Miss Marple se pencha légèrement par-dessus le comptoir. « Alice Denby. Vous avez mentionné qu'elle avait quitté le village subitement en 1946. C'est vrai. Elle travaillait à Mill House, une femme de ménage, je crois. Elle avait tout juste 17 ans. Je n'étais qu'une jeune fille à l'époque, mais je me souviens très bien d'elle. Sa voix douce. Ses yeux comme des myosotis. Y a-t-il jamais eu une quelconque inquiétude officielle concernant sa disparition? Dorothy semblait mal à l'aise. Oh, elle n'a pas disparu. Pas vraiment. Sa mère a raconté à tout le monde qu'elle était partie à Londres pour travailler comme nounou. Mais personne ne l'a jamais revue. Elle n'a jamais écrit. Elle n'est même pas revenue pour le mariage de sa sœur. Et puis, 1 an plus tard, sa mère a déménagé, prétextant que c'était pour prendre un nouveau départ. La bouche de Miss Marple se pinçait de cette façon lorsqu'un fait ou un silence la troublait plus qu'elle ne le laissait paraître. Y aurait-il une trace de son emploi à Mill House ? Demanda-t-elle doucement. Dorothy réfléchit. Je ne vois qu'un seul endroit. Elle disparut brièvement au fond et revint tenant un étroit registre noir avec comité d'emploi de la paroisse de Willowbrook gravé en or. Ceci ne concerne que le personnel de maison. Inscription, référence, date de début et de fin. C'est un registre ancien, mais complet. Il tenait des registres méticuleux pendant les années de guerre. Miss Marple sourit. « Tu es un ange, Dorothy. » Ils étaient assis côte à côte à la table de lecture sous la fenêtre, feuilletant les entrées, femmes de ménage, jardiniers, cuisiniers, toutes griffonnées à l'encre délavée. Et puis page 112, Denby, Alice M. Date d'embauche. 3 avril 1946. Employeur, colonel A. Templeton. Position, femme de ménage, femme de cuisine. Remarque, aucune référence fournie. Entretien personnel réalisé. Licenciement daté du 11 mai. Motif. Démission, circonstances familiales. Miss Marple tapa sur la dernière ligne. Démission, mais sans aucun contact connu depuis. Ni mariage, ni adresse de réexpédition,
ni trace de salaire perçu. La voix de Dorothy baissa. Je me suis toujours demandé, et je n'aime pas dire du mal, mais le colonel Templeton n'a jamais eu beaucoup de patience avec le personnel, surtout avec les jeunes filles, et Alice, elle était très jolie, discrète, le genre de personne que les hommes remarquent quand ils pensent que personne d'autre ne regarde. Miss Marple hocha la tête, les mains jointes, sur le registre ouvert. Si seulement les rideaux pouvaient parler, ma chère. J'ose dire que cette maison a connu plus d'une tragédie. À midi, elle était de retour au vieux presbytère. Son esprit travaillait maintenant à toute vitesse, plus vite même que ses doigts sur le tricot qu'elle avait abandonné à mi-chemin d'un rang. Elle le ressentait, cette sensation ancienne, aussi vive que la piqûre d'une aiguille, l'impression que quelque chose d'oublié avait changé. Elle sonna. Joanne descendit l'escalier en se massant les tempes. « Y a-t-il de l'aspirine » demanda-t-elle. « Je viens de rencontrer Madame Larche de la Société d'horticulture et j'ai l'impression que mon cerveau est attaqué par des jacinthes. Dans le placard de la cuisine, je crois, dit Miss Marple. Mais avant de partir, avez-vous dit que Madame Larche était récemment venue à Mill House? Oui, la semaine dernière. Pourquoi? Je crois qu'elle a donné un pamphlet au colonel. Joanne haussa les épaules. Probablement. Elle fait la promotion de sa campagne, campagne des roses des anciens combattants. Elle réclame des dons pour des massifs de roses en hommage aux officiers retraités. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. Alors, je rendrai visite à Madame Larche cet après-midi. Joanne la regarda avec méfiance. Tu es profiterça, n'est-ce pas? Miss Marple cligna des yeux. Tu aimes ça? Oh non, ma chère. Mais je suis fasciné par la nécessité de la vérité, même lorsqu'elle se cache sous un rideau. Mme Clarice Larche vivait dans un cottage lumineux, jonché de rosiers grimpants. Elle portait un châle lavande et prononçait des discours. « Oui, j'ai vu le colonel. Mardi dernier. Je lui ai apporté une brochure. Il était, comme d'habitude, poli, sec, impatient. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu ou parti pendant votre visite? Madame Larche pensa. Un jeune homme. Il a frappé à la porte juste au moment où je partais. Un homme pâle, un peu maigre. Il a demandé le colonel. Il a dit qu'il s'appelait Denby. Le cœur de Miss Marple fit un bond. Denby? Oui. Il a dit qu'il était le neveu d'Alice Denby, ou peut-être son cousin. Je ne me souviens plus. Il a dit qu'il était venu parler au colonel de quelque chose de privé. Il avait l'air nerveux. Le colonel l'a-t-il reçu? Il l'a fait. D'une manière assez glaciale, me suis-je dit. Je m'en souviens parce qu'il a claqué la porte assez fort après l'avoir laissé entrer. Miss Marple resta assise, immobile. « Merci, Madame Larche, c'est très utile. » De retour au vieux presbytère, elle sortit son carnet et ajouta une ligne supplémentaire. « Visiteur, homme, nommé Denby, arrivé la semaine du meurtre. » Vu par Madame Larche. Et en dessous, Alice Denby, disparue en 1946, aucune trace, elle a souligné Denby, on a frappé à la porte. C'était Léonard Pike, chapeau à la main, le visage pâle. « Je dois le dire à quelqu'un, » dit-il. J'ai menti. Miss Marple le fit entrer tranquillement, le cœur serré. Jessie a fait « Envoie-moi un mot », dit Léonard. La veille de la mort du colonel. Elle m'a dit de me taire, mais je ne peux plus.
plus avec la police qui fouine. » Il le sortit de sa poche, l'enveloppe froissée déjà tachée d'avoir été manipulée trop souvent. Miss Marple le lut en silence. L'écriture était hâtive, penchée. Elle, il y a un problème. Il a trouvé. Il sait que j'ai entendu. S'il vous plaît, ne venez pas ici demain. Ce n'est pas sûr. Il a dit que si je parle, quelqu'un d'autre paiera. Quelqu'un d'autre, murmura Miss Marple. Quelqu'un d'autre que Jessie. Quelqu'un qui l'utilisait comme moyen de pression. Son esprit se remémora l'homme dans le jardin. Le rideau, la cravate et surtout le jeune homme nommé Denby. Il était venu à Mill House et il avait été reçu. Et maintenant, il était introuvable. Chapitre 8. La porte du jardin était ouverte dans le calme distingué de Willowbrook, où les jardins étaient toujours entretenus et les ragots véhiculés par des euphémismes polis. Un portail ouvert pouvait avoir peu de signification. Mais pour Miss Marple, qui avait passé sa vie à remarquer ce que les autres ignoraient, le portail ouvert du jardin de Mill House, ce jeudi soir, résonna comme un cri dans une pièce silencieuse. Elle l'a vu tout à fait par hasard. Elle rentrait chez elle à pied du bureau de poste, où elle avait discrètement envoyé une lettre à un contact de son neveu Raymond, un retraité du ministère de l'Intérieur, ayant accès à certains dossiers de l'époque de la guerre. Lorsqu'elle passa devant Mill House et remarqua que le portail latéral, normalement verrouillé, était entr'ouverte. Pas grand ouvert, non, cela aurait trop attiré l'attention, mais juste assez ouvert pour inviter, ou pour permettre. Elle marqua une pause. La lumière était faible, les ombres longues. L'air était silencieux. Ce n'était ni le soir, ni la nuit. Quelques oiseaux gazouillèrent pour la dernière fois avant de se poser. Aucun agent de police ne montait la garde ce soir-là. Ellery avait jugé cela inutile, maintenant que l'enquête initiale s'était calmée et que la presse s'était désintéressée. Seuls les habitants demeuraient curieux, et leur curiosité, Miss Marple le savait, pouvait être bien plus facilement guidée que leur raison. Elle s'avança vers la porte. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler aux errements d'une vieille dame fatiguée rentrant chez elle. Mais les pas de Miss Marple étaient déterminés. Elle ouvrit légèrement le portail et se glissa dans l'allée latérale de Mill House. L'air sentait l'herbe coupée, la pierre et les légers restes de fumée de cigares. Elle se déplaçait silencieusement le long du mur de la maison, le regard scrutant. Rien, personne, jusqu'à ce que un bruissement, pas dans le jardin proprement dit, mais plus bas, au fond, l'ancienne remise à outils. Elle suivit le son, restant dans l'ombre. Ses pas étaient doux sur l'herbe, sa silhouette presque dissimulée sous le massif du houx. Et puis, elle le vit. Une silhouette accroupie, à moitié à l'intérieur, du hangar. Un homme jeune, pâle et décharné. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses mains nues. Pas Leonard Pike, pas un villageois. C'était l'homme de Londres, ou plutôt l'homme d'Enby. Miss Marple se redressa. « Bonsoir, » dit-elle, aussi calmement qu'il vous plaît. L'homme sursauta violemment et se cogna la tête contre le chambranle de la porte. Il se retourna, le regard hagard, un marteau serré dans une main. « Je ne m'enfuirai pas, » ajouta Miss Marple. « Je ne suis pas là pour vous arrêter. » Il cligna des yeux. « Qui es-tu » Simplement quelqu'un qui a une très bonne mémoire
et un penchant gênant pour la vérité. Vous devez être apparenté à Alice Denby. Le marteau lui a glissé des doigts. C'était ma mère, murmura-t-il. Miss Marple hocha la tête. Et je pense que vous êtes venu ici pour découvrir ce qui lui est arrivé. L'homme s'affaissa sur le rebord de pierre près du hangar, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, le souffle court. Personne ne m'a jamais cru. Il disait qu'elle s'était enfuie. Même ma tante. Elle disait que maman avait dû trouver un travail en ville. Mais moi, je savais. Elle ne m'aurait pas quitté. Miss Marple était assise à côté de lui, croisant ses mains gantées. « Et qu'avez-vous trouvé ici, monsieur Denby ?» Il secoua la tête. « Rien, juste des vieilleries. » Mais je savoir, il a fait quelque chose. Templeton. Je suis venu ici la semaine dernière. J'ai essayé de lui parler. Et il t'a laissé entrer. Le jeune homme hocha la tête. Il a reconnu le nom. Mais il a fait l'idiot. Il a dit que ma mère était partie de son plein gré, qu'elle n'avait jamais été assez forte pour le service domestique. Et puis, il m'a dit de partir, sinon il appellerait la police. Il a dit que j'étais en train de détruire la propriété et de créer des problèmes. Il leva les yeux brûlants. Il s'est moqué de moi, comme si de rien n'était. Miss Marple resta silencieuse un long moment. « Et vous êtes revenu ?» Une hésitation. « Je l'ai fait. J'ai attendu la nuit. Je pensais peut-être trouver quelque chose, une lettre, une photo, un nom. Mais la maison était fermée à clé et j'ai paniqué en voyant quelqu'un bouger à l'intérieur. Je suis parti. C'était la nuit précédant sa mort. » Miss Marple pencha la tête. « Alors tu n'es pas revenu ?»« Non. »« Pas avant ce soir ?»« Je voulais voir s'il y avait quelque chose dans le hangar. Peut-être quelque chose qu'il cachait. » Elle le regarda d'un regard clair. « L'avez-vous tué, monsieur Denby ?» Le jeune homme leva brusquement les yeux, horrifié. « Quoi ? Non, je le jure. Je ne l'ai même plus revu. Je voulais juste des réponses. » Miss Marple le croyait, parce que la fureur dans sa voix était réelle, et parce que quiconque avait étranglé le colonel Templeton ne l'avait pas fait par colère, mais contrôle. Ils avaient choisi une cravate particulière. Ils n'avaient laissé aucune trace de lutte. Ils avaient verrouillé la maison derrière eux, et ils l'avaient prévu. « Viens avec moi, » dit-elle doucement. « Tu ne peux pas rester ici. » Il la suivit docilement, comme un enfant. Au vieux presbytère, Joanne cligna des yeux lorsqu'elle les vit entrer. « Encore un chien errant, tante Jane ?»« Celui-ci est important, » dit Miss Marple. Et il se cachait dans le hangar derrière. « Millhouse, j'aimerais qu'il reste dans le salon de jardin ce soir, juste une nuit. » Joanne semblait sur le point de protester, mais